D'abord, merci à Olivier et Nicolas de nous accueillir. Par discrétion, je ne dirai pas depuis combien de temps nous nous connaissons et nous cheminons ensemble, mais ça fait déjà un temps certain et un certain temps. Par les temps qui courent, qui sont pas simplement orwelliens, notamment en matière de langage, cette librairie mérite fort bien son nom. Évidemment, celles et ceux qui l'animent pareillement. Résister, résistance, j'ai la faiblesse de croire, hélas, que, eu égard à la situation politique qui a en partie motivé cet ouvrage, de résistance au pluriel, nous allons avoir plus que jamais besoin. C'est ce qui a motivé cet ouvrage, puisqu'il est né d'une rencontre, on se connaissait déjà, mais avec Omar El-Slamti, nous étions invités tous les deux dans le cadre d'une journée organisée par RSF à Grenoble. Il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans, dans un contexte déjà marqué, faut-il le rappeler, par le retour d'une islamophobie élitaire particulièrement prégnante et toujours plus agressive et significative. De ce point de vue-là, la situation a, hélas, comme dans d'autres domaines, plutôt involué, puisqu'à l'époque, certains et certaines, d'ailleurs venus parfois de la gauche, en tout cas d'une certaine gauche, ou qui se croyait de gauche, estimaient qu'on avait le droit d'être islamophobe. Aujourd'hui, la situation, c'est pas simplement un droit, me semble-t-il, c'est quasiment un devoir de l'être, dans la mesure où ceux-là et quelques autres qui les suivent sur le champ, dans le champ politique comme dans le champ en partie universitaire, estiment qu'être islamophobe aujourd'hui, c'est au fond la marque, ou l'une des marques, de la défense de ce qu'ils appellent les valeurs de la République, l'une des marques de la lutte contre le séparatisme, pour employer un néologisme utilisé par qui vous savez, venu de l'extrême droite, un néologisme utilisé par celui qui préside aux destinées de ce pays. Évidemment, le devoir d'islamophobie est aujourd'hui articulé à la défense, disent-ils, de l'égalité homme-femme. Par ailleurs, c'était également un contexte, et j'y reviendrai éventuellement dans l'intervention et peut-être aussi dans la discussion, parce que ça a été pour moi une vraie découverte. Ce contexte était celui, entre autres, postérieur, des déclarations d'un ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a prospéré depuis en étant Premier ministre, et qui erre entre l'État espagnol et la France. Je veux parler évidemment de Valls, qui valse, dans tous les sens du terme, et qui retourne veste sur veste, et qui avait eu ces mots à l'endroit des Roms, en disant que la caractéristique des Roms, c'est qu'ils refusaient de s'intégrer. Je pense qu'il ignore lui-même que l'argument selon lequel les populations racisées refusent de s'intégrer et au fond l'application aux victimes des discriminations systémiques elles subissent de la responsabilité ultime de leur situation, c'est un discours raciste, élitaire, sinistrement banal, dont on retrouve les traces, les origines, les développements, notamment sous la Troisième République, et qui au fond a varié suivant les périodes, mais qui conserve un noyau argumentatif qui au fond est quasiment toujours le même et qui s'alimente évidemment au gré de l'actualité. Une actualité marquée aussi, bien sûr, par la négrophobie et ses conséquences, notamment dans le domaine des violences policières. À cela s'ajoutait le fait qu'au cours de cette intervention, nous étions en fait supposément face à un public, sinon conquis, au moins pour partie acquis. Nous nous sommes rendus compte que sur toute une série de points, il y avait soit des mécompréhensions, soit des désaccords, ce qui est parfaitement légitime, et parfois également aussi une absence d'idées très précises sur un certain nombre de catégories que nous étions amenés à utiliser assez couramment, sans forcément nous rendre compte que pour les utiliser relativement couramment, elles n'étaient pas du tout évidentes
pour celles et ceux qui les entendaient. Et c'est donc la conjonction de ces éléments qui a fait que nous avons décidé de nous lancer dans cet ouvrage collectif. Je pourrais ajouter ceci, que les thèmes de cet ouvrage, je reviendrai sur sa structuration, sur l'organisation, sont, pour ce qui est des gauches politiques, syndicales et associatives, sujets à débat. À débat, oui, parfois, plus souvent, hélas, à polémique, et c'est pas du tout, de mon point de vue, la même chose. La polémique, en général, finit assez souvent par des attaques à hominem, mais au fond, la polémique est au débat ce que la guerre est à la résolution pacifique des conflits. Et en général, la polémique n'a pas pour objectif, justement, d'entendre les arguments. Et la polémique a, au contraire, pour finalité de clore le débat, de circonscrire et en fait, de le fermer. Et donc, toute une série d'éléments, de catégories, de concepts employés dans l'ouvrage font effectivement, au sein des gauches politiques, syndicales et associatives, débat et parfois polémique. Alors, avec des conséquences qui sont évidemment pratiques, qui sont politiques, parce qu'évidemment, si on est en désaccord sur l'usage du terme et de la catégorie islamophobie, ça a des conséquences pratiques du point de vue de la construction d'un mouvement de l'antiracisme politique. Ça a évidemment des conséquences pratiques du point de vue de l'organisation de manifestations contre l'islamophobie, puisque encore aujourd'hui, un certain nombre de dirigeants d'organisations refusent le terme. Si l'on estime qu'effectivement nous sommes en droit de parler de racisme d'État, de racisme institutionnel et de discrimination systémique, certains et certaines refusent également ce type de catégorie. Et ça a là aussi des conséquences sur le terrain très pratique, sur le terrain politique. J'ajouterais d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, Bourdieu disait que la sociologie était un sport de combat. Il me semble que la formule ne vaut pas simplement pour la sociologie, qu'elle vaut à peu près pour toutes les sciences humaines et sociales, dès lors que l'objectif de ces sciences humaines et sociales, c'est une volonté de savoir, une volonté de connaissance, un désir de connaissance, et par définition, j'ai la faiblesse de croire que cette volonté de savoir, ce désir de connaissance, est nécessairement subversif des grandes mythologies nationales, des grands romans nationaux et des grandes mythologies nationales républicaines. Situation singulière en effet, au sein, encore une fois, des gauches, quelles qu'elles soient, dans la mesure où, relativement à la catégorie d'islamophobie, relativement à la démarche intersectionnelle, relativement aux discriminations systémiques, et à l'emploi de la catégorie, j'entends, ce refus s'inscrit dans un contexte où, pourtant, alors à l'étranger, aux États-Unis, même on parlera sans doute beaucoup mieux de moi, le secrétaire général de l'ONU utilise la catégorie d'islamophobie, il y a même une journée mondiale contre l'islamophobie, le terme est utilisé par les institutions européennes, le terme et la catégorie était utilisé, il est encore par l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon. J'imagine que je n'ai pas ici à rappeler quel a été le parcours de Jacques Toubon. Lorsqu'il a été nommé défenseur des droits par Lionel Jospin, comme beaucoup sans doute ici, j'ai été, oui, non pas inquiet, enfin inquiet oui, mais vigoureusement hostile à sa nomination, en considérant que François Hollande faisait un cadeau totalement immérité à quelqu'un qui s'était signalé comme ministre de la Justice, pas forcément pour le meilleur, et qui, venant du RPR, je ne voyais pas très bien ce qu'il avait à faire comme défenseur des droits. Et je dois dire que je dois, là, avaler mon chapeau plutôt deux fois qu'une, parce que lui, à la différence d'autres qui ont beaucoup involué, lui a évolué de façon absolument stupéfiante. Et dans le dernier rapport qu'il a publié avant de céder la main, qui est un rapport qui a été publié en juillet 2020, il reconnaît l'existence des discriminations systémiques et il estime que pour rendre compte de ces discriminations systémiques, il faut effectivement adopter une démarche intersectionnelle. De même, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recours à ces différentes catégories. Ceci pour mieux souligner, pour avoir parlé avec plusieurs fois avec Mamoula Soumaoro, qui enseigne aux États-Unis également, qui est une contributrice, je suis de plus en plus convaincu, je l'étais, mais ces témoignages, et le tien sans doute aussi plus encore, par l'espèce de provincialisme stupéfiant dans lequel l'Hexagone est de plus en plus resserré,
par la faute d'une partie de son personnel politique, de droite comme de gauche, par la faute aussi d'une partie de son personnel, si je puis dire, enseignant et universitaire, dans la mesure où, quand on compare, encore une fois, la situation qui est la nôtre à la fois sur le terrain politique et sur le terrain académique, avec d'autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, etc., la Belgique, ces questions sont sur la place publique dans les universités depuis fort longtemps, enseignées sans qu'il y ait des petits chiens de garde ou des gros qui crient à l'islamo-gauchisme et à l'indigénisation des institutions universitaires. C'est dans les débats publics. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement s'incliner pieusement devant l'usage de ces catégories, mais au moins celles et ceux qui les utilisent peuvent le faire, me semble-t-il, de façon très tranquille. Là où, en France, on assiste de plus en plus à une offensive qui, d'ailleurs, a commencé à l'extrême droite, a fini par les Républicains et a été reprise par laquelle la personne réalisée, stigmatisant les universitaires et les universités comme étant ces lieux dans lesquels se propage une idéologie séparatiste et indigéniste. Là aussi, et là encore, ça produit des effets très concrets. Ça produit des effets concrets sur le recrutement des universitaires, ça produit des effets concrets sur la recherche, ça produit des effets concrets sur l'enseignement de la laïcité, puisque le bon petit soldat de l'enseignement secondaire, Jean-Michel Blanquer, a mis en place un enseignement sur la laïcité, à la suite, entre autres, de la dissolution de l'Observatoire, et parmi les éléments justifiant la nécessité de former les futurs maîtres des écoles à la laïcité versus définition officielle, il y a le fait que ces futurs professeurs des écoles fréquentent l'université dans laquelle ils sont exposés à des enseignants qui utilisent les catégories de racisme systémique, discrimination systémique et ou de genre. Voilà. Donc là aussi, là encore, ça produit des effets très concrets. L'ensemble de ces éléments nous ont donc conduit, Omar Saoudi et moi-même, à considérer qu'il fallait, autant que faire se peut, répondre à cette situation, à la fois académique et politique, évidemment, d'où la structuration de l'ouvrage en trois parties. Une première partie qui, disons, analytique et conceptuelle, mais encore une fois, quand on manipule ce type de concept, le geste est politique. Quand on travaille sur la colonisation, d'une certaine façon, c'est une activité certes académique et de recherche universitaire, mais c'est aussi un acte politique. Quand on travaille sur la négrophobie, sur la romaphobie, sur l'islamophobie, c'est un terrain de recherche, assurément, mais c'est aussi un acte politique. Et d'ailleurs, nos adversaires et nos ennemis nous confortent dans le fait que c'est un acte politique, puisque, visiblement, le simple fait de travailler là-dessus leur provoque chez eux des réactions particulièrement hostiles. La seconde partie visait à, d'où le titre racisme au pluriel, à essayer de faire le tour des racismes, en intégrant aussi des racismes qui sont parfois invisibilisés, alors même qu'ils ont été puissamment réactivés au cours de la pandémie. Je pense notamment au racisme anti-asiatique, qui a été réactivé aux États-Unis par l'ancien président des États-Unis, mais qui a aussi connu des résurgences très significatives en France. Et je rappelle qu'il y a peu des auteurs de tweets, de courriels, etc. ont été condamnés pour avoir justement sur Internet et sur d'autres réseaux sociaux tenu des propos particulièrement violents à l'endroit des Asiatiques. Et par ailleurs, la romanophobie, qui là aussi, là encore, c'est important de le souligner, ce ne sont pas des héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, ce sont assurément des populations racisées, mais une romanophobie dont il est assez facile de retracer l'ancienneté. Et là, alors là, vraiment, c'est vraiment une découverte, l'extraordinaire permanence de la 3e à la 5e République, sous des formes juridiques, puisque 1912, c'est la mise en place du carnet anthropométrique, qui a traversé la 3e, la 4e et une partie de la 7e République, puisque ces carnets anthropométriques n'étaient supprimés qu'en 1969. Il est immédiatement remplacé par un livret de voyage imposé aux populations nomades françaises et étrangères. Il faut attendre
2015 pour que enfin ce livret de voyage soit définitivement aboli. Et après qu'une décision du Conseil constitutionnel ait estimé que ce livret de voyage portait effectivement atteinte à un droit fondamental qui est la liberté de circulation, qui est effectivement un droit fondamental reconnu depuis fort longtemps, mais pas pour celles et ceux qui sont identifiés comme nomades ou réputés tels, et qui par là même se voient imputer toute une série de représentations parfaitement dépréciatives, tendant à faire croire qu'ils sont, évidemment, par cela seul qu'ils sont réputés nomades, qu'ils portent de façon réitérée atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Ce qui pour moi est un exemple tout à fait probant de permanence d'un racisme d'État, d'une romanophobie d'État qui a donc traversé l'ensemble de ces trois républiques par an. La troisième et dernière partie est consacrée à des formes de résistance, parfois, disons, conceptuelles, catégorielles, mais aussi des formes de résistance par la culture, par la musique, par le rap. Ça me paraissait évidemment aussi important de rappeler que, évidemment, celles et ceux qui sont racisés, qu'ils soient héritiers ou pas de l'immigration coloniale et post-coloniale, résistent sous des formes diverses et variées, sous des formes de travaux universitaires éventuellement, en tant que citoyen, comme on dit aujourd'hui, comme si le terme de militant était devenu un gros mot, résistent individuellement et collectivement. Voilà, pour aller très vite, ce qui a motivé cet ouvrage, qui, je l'espère, nous l'espérons plutôt, est une petite pierre apportée à quel service. Une petite pierre, encore une fois, apportée à une barricade à la fois livresque, citoyenne, politique. Et dans un contexte, je crois, où nous allons en avoir chaque mois et chaque un qui passe davantage besoin. Mais on pourra éventuellement revenir sur la situation politique. Je ne fais pas là l'expression d'une forme de pessimisme radical. Je pense hélas que je peux objectiver ce pessimisme. C'est une autre affaire. Je vous remercie. Bonjour tout le monde et merci à vous toutes et tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Martha Client. Je suis maîtresse de conférence à l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis. Et voilà, moi je suis arrivée dans cette aventure d'une manière un peu étrange, mais qui a été qui dit aussi beaucoup de l'urgence que nous avons de dire ces mots-là. Omar me contacte en me disant voilà, il y a ce projet, on veut que tu nous écrives quelques lignes sur la négrophobie à la française. Et moi je me dis, ben oui, je suis en train de travailler sur un film, je travaille sur un second livre sur l'universalisme. Je lui dis, il n'y a pas de souci, on est quand l'année prochaine. Il me dit, dans 10 jours. Voilà. Et là j'ai la télé je vois la télé, il y a des dizaines de milliers de personnes à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, qui défilent avec des banderoles on étouffe, Génération Climat, Génération Adama. Et il y a des hommes politiques qui se succèdent à la télé pour dire que ces jeunes sont jetés dans la rue par des gens comme moi, donc des professeurs qui les hypnotisent avec des bons mots, ils sont jetés dans la rue par des fausses promesses et que voilà, nous étions des casseurs de République en deux. Et donc là, je lui avais demandé à Omar quelques minutes pour réfléchir et je lui ai écrit tout de suite et je lui ai fait banco, on va en 10 jours. J'ai écrit ce texte qui pour moi a été extrêmement important parce qu'on parle des racismes de France, les racismes made in France, et de dire dans toutes ces circulations, donc moi je travaille sur le rapport de ce pays, et quand je parle de ce pays, je parle vraiment de l'Hexagone,
et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, le rapport de ce pays à ces corps noirs qui accompagnent l'histoire de la France, depuis 4 siècles maintenant, mais qui sont sans cesse vus comme des corps post-coloniaux, qui sont sans cesse vus comme des corps apportés dans ce pays par la migration. D'abord une migration de travail voulue dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et puis une migration qui a été plus ou moins subie au milieu des années 70 avec le regroupement familial, et une migration qui aujourd'hui, l'immigration, est en danger donc, par l'immigration illégale, etc. etc. Et dans toute cette histoire, qui est une histoire extrêmement récente, qui est une histoire de besoins, qui est une histoire d'allocation familiale, qui est une histoire de personnes qui quittent des zones en guerre, qui quittent des zones de sécheresse, qui quittent des zones de pauvreté pour venir cueillir des euros et toutes ces belles choses que la France a à offrir. Il y a 360 ans d'exploitation des terres, de la Gare à Abidjan, de Lomé à Pointe-à-Pitre, de l'Océanie. Il y a 370 ans d'exploitation des corps, 370 ans d'exploitation des sous-sols qui passent à la trappe. Et donc moi, mon travail, c'est ça. Je travaille sur l'identité française et comment l'identité française va se construire à partir de la modernité et de quelle manière la question raciale va être absolument centrale dans la création de ce nous. Comment, à la fin du XVIe siècle, on va décider qu'on devient français. Quels sont les éléments qui vont être mobilisés pour créer ce nous. Et pour créer un nous, il faut un eux. Et donc, quelle est la place de la question raciale dans cette modernité-là? Et la chose qui, pour moi, rend, lorsqu'on parle des racismes, donc la relation avec les populations d'origine asiatique, la relation avec les populations tziganes, la relation avec les juifs, etc., je trouvais que dans la négrophobie, il y a une chose, ou le racisme anti-noir en France, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est la manière dont ce racisme a été complètement naturalisé. Lorsqu'on pense à la manière, et c'est comme ça que j'introduis mon texte, dont la race a été fondamentale dans la création de la francité, de la France, et la blanchité qui se naturalise dans la francité. Et on va véritablement créer la race lorsqu'on nous dit que nous sommes les racistes qui créons la question raciale, ou que nous importons cette question qui est une question américaine, entre parenthèses, états-unienne. Je dis, Cuvier, Montandon, il y a toute une histoire française de corps qui vont être saisis, et nous avons toute cette histoire des os humains, des cabarets sauvages, où pendant tout un siècle, ce grand siècle du 19e, on va faire venir des populations dites sauvages qui vont être exhibées dans des zoos. Donc aujourd'hui, nous avons perdu ces traces-là, lorsque, par exemple, moi, j'ai toujours ce petit pincement, une petite mélancolie, lorsque je me promène au Champ de Mars, qui aujourd'hui est un lieu mondialement connu. Tout le monde, quand on pense à la France, on pense aux Champs-Élysées, on pense à la Tour Eiffel, on pense au Champ de Mars. Et quand j'y vais, j'ai cette espèce de double regard de l'imaginer il y a 120 ans, avec des enclos, des petits villages, un petit village sénégalais. C'est l'hiver, il fait 0 degré, il fait peut-être -5, et il y a une petite fille sénégalaise voilà, qui vient de Nioro, qui vient du nord du Sénégal, qui est là, dans un petit village qui est censé représenter son village à la frontière mauritanienne, qui est là avec ses parents, qui a froid. Et il y a des Parisiens de la bonne société, des Parisiens un peu moins riches, qui se promènent le dimanche et qui viennent la regarder. Et en la regardant, toute nue, pas habillée, barbotant dans sa fange, dans sa mare, sous les pieds de cette grande statue qui montre l'ingéniosité de la France, ils voient ce qu'est un sauvage. Et en regardant ce sauvage, ils se regardent et ils savent ce que c'est d'être un homme civilisé. Donc la question raciale a été absolument au centre, fabriquer l'autre, fabriquer le sauvage, et a été au centre de la construction de l'identité. Et à partir de là, on se lève et au milieu du XXe siècle, et on décide que, ah ouais, quand même, ça n'a pas été très très bien, parce que la race, entre l'esclavage et le nazisme, donc on va abandonner. Mais abandonner un mot ne suffit pas à enlever les séquelles ou l'héritage qui vient avec ce mot. Et c'est ce que je réponds souvent lorsqu'on me dit que étudier la question de la race amène du racisme, que nous sommes dans une société post-raciale. Je n'ai absolument aucune envie de vivre dans une
société post-raciale. Moi, je rêve d'une société post-raciste. Et la seule façon d'y arriver, c'est de comprendre quel a été le rôle de la race, de la question raciale, de son origine, parce que la race a été inventée, quels ont été ses moteurs, et surtout quels ont été ses héritages, et de quelle manière la question raciale, aujourd'hui, fonctionne encore dans notre société, dans la manière dont un corps comme le mien peut être reçu dans le milieu médical, un corps comme le mien peut être perçu dans le milieu scolaire, qu'un corps comme le mien peut être perçu dans le métro, dans le bus. Quelles sont les survivances de ces héritages-là qui nous viennent, et parce qu'on a enlevé les mots, parce qu'on a enlevé leur fonctionnement, parce qu'on pense les avoir fait disparaître dans le paysage institutionnel, alors que ces mots ont encore une survivance. Et lorsqu'on pense à la négrophobie, il y a une chose qui, pour moi, est extrêmement importante, c'est l'extrême visibilité de ces corps-là, qui est accompagnée par une invisibilité totale dans le mot. J'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps avec Maboula Soumaro qui s'appelait « Comment dit-on blackness en français ?» Il n'y a pas de mot pour dire blackness. Négritude, non, c'est un concept. Noirauté, on cherche. Et pourtant, nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir une académie française. Le français, je suis professeur de français, donc angéliste, et l'une des langues les plus abouties, les plus raffinées. On a des mots pour tout, on a des nuances, et il nous manque des mots pour parler de la condition noire. Et pour moi, ce manque de mots-là dit aussi quelque chose du néant dans lequel on plonge le noir. Il y a quelques semaines, pendant les célébrations du bicentenaire de Napoléon, j'ai écouté l'historien Jean Tullard revenir sur les grands gestes, la geste de Napoléon, et sur un moment que beaucoup d'entre nous n'avons jamais appris à l'école. Nous sommes, la France, est le seul pays au monde à avoir eu 2 abolitions de l'esclavage. Nous sommes le seul pays au monde, 1794 et 1848. Et Jean Tullard revient, donc on lui pose la question, je pense que c'était au micro de Bourdin, mais quand même, Napoléon, il rétablit l'esclavage en 1802, et il a ces mots que moi j'ai trouvé absolument extraordinaires et qui sont l'ADN de la négrophobie à la française. Tullard dit, en 1802, l'économie est en panne, donc le moteur, l'économie agonise, et les planteurs vont voir Napoléon en lui disant il y a un problème, donc entre les planteurs dans l'outre-mer et les banquiers en hexagone, ce n'est pas possible. L'abolition de l'esclavage, ça ne fonctionne pas. On est en 1802, donc 8 ans d'abolition, il faut rétablir l'esclavage. Et Tullard dit c'est une question de pragmatisme. L'économie est au point mort, nous devons faire repartir l'économie, et personne, à part l'abbé Grégoire, personne ne se plaint. Personne ne trouve à y dire. Ça ne dérange personne. Et dans ma tête, j'écoute ça, je me dis personne. Et je pense à l'homme noir qui est à Saint-Domingue, qui est en Guadeloupe, qui est en Martinique, qui est libre depuis 8 ans, et à qui on vient de dire qu'il faut qu'il retourne en esclavage. Je pense à Louis Delgrès, qui va se colonel noir de l'armée française en Guadeloupe, qui va se battre avec les royalistes pour obtenir 1789, liberté, égalité, fraternité. Je pense à Marie-Louise Toto, je pense à Solitude, je pense à tous ces hommes qui vont fuir dans les montagnes et qui vont préférer, comme Delgrès et ces hommes, se faire exploser, qui vont préférer la mort au fait de retourner dans les fers. Et je repense à ces mots de Tullard, personne, lorsqu'il dit l'esclavage est rétabli. Et alors, donc en jetant un peu en pâture toute cette littérature, tout cet engagement du XXIe siècle, et il dit il faut éviter de juger le passé avec les mots et les sentiments du présent. Cet engagement, c'est un engagement du présent. Mais que penser de ces hommes? Donc, qu'est-ce qui se passe de ces hommes-là qui se sont vus repartir dans les fers? Ils n'étaient personne. Et donc, c'est ce dont je parle un peu dans mon livre. Qu'est-ce qu'on fait de ce mot? Et qu'est-ce que ce mot personne dit de la manière dont on voit ces gens qui ont été nous sans être nous? Lorsqu'on est sénégalais, on a été français de 1659 à 1960. Et on n'est rien. On est nulle part dans le rétroviseur de la République. Et donc, dans ma manière de réfléchir sur les conséquences de cette amnésie-là, je reviens très souvent au mot de Renan.
qui disait que l'identité, la manière dont on crée de l'identité, c'est l'une des choses les plus dangereuses en fait à la création de l'identité nationale, c'est le développement des études historiques. Parce que l'oubli, voire l'amnésie, c'est ce qu'il dit en fait, l'amnésie historique est une des conditions sine qua non à la création d'une nation, parce qu'aucune nation ne s'est créée dans la joie, la bonne humeur, il a fallu un moment, on tue un peu ici et là, et donc il faut oublier le passé. Oublier certains endroits du passé et se rappeler voilà, des bons moments qu'on a eus ensemble et de ces moments tirer la force de vouloir faire société, de vouloir faire république, de créer une chose commune ensemble et de trouver dans tout cela la force de se lancer dans le futur. Et moi la question que je dis c'est oui mais lorsqu'on me regarde et qu'on me demande d'où je viens et que sans me connaître, la personne qui me regarde c'est déjà tout de moi. C'est que voilà, je vis de la CAF, c'est que j'ai 4 enfants, donc je dois, voilà. Donc il y a toute une histoire comme ça qui est créée, toute une mythologie qui est créée sur moi. Mon corps parle avant que je parle. Et parce que je suis, donc il y a cette mythologie qui est projetée sur mon corps. Et il y a aussi toutes ces, le fait que mon histoire avec la République, ou l'histoire de ce monsieur, ou l'histoire de toutes les personnes racisées, qui sont donc qui ne sont pas dans la blanchité, n'existe pas dans le rétroviseur de la République. Nous ne sommes pas dans les livres d'histoire. Et nous ne sommes pas dans la manière dont l'histoire ou la mémoire se crée dans l'espace public. Les noms des rues, les noms des statues. Voire pire, ce sont les statues des bourreaux de nos parents, qui sont magnifiques. Colbert, du jeu, Napoléon. Et qu'est-ce que ça fait pour un corps comme le mien de fonctionner sur ces deux vibrations? Pour moi, quand je descends le métro Charonne, je ne descends pas juste à un métro, je descends à un métro où des gens sont morts. Et des gens qui sont morts parce qu'ils se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Quand je marche rue Cuvier, ou quand je rentre à la pharmacie rue Cuvier, je ne marche pas seulement rue Cuvier, je rentre dans une pharmacie qui porte le nom d'une personne qui a pris le corps d'une femme qui me ressemblait et qui, à partir de là, a construit toute une mythologie sur les Noirs. Donc, cet effacement, comment est-ce qu'on a pu construire quelque chose d'aussi permanent et décider à un moment, voilà, qu'à travers les mots, nous faisons République. À travers des symboles, toute cette histoire et cette permanence devait disparaître. Donc, dans mon travail, je regarde, j'ai encore 4 minutes, j'essaie de revenir sur cette histoire-là en se disant que le retour sur ce passé n'est pas dans une perspective de victimisation ou dans une perspective de pointer, voilà, de là, maintenant on va sortir le carnet et alors, de distribuer des points, mais on ne peut pas vraiment savoir qui nous sommes lorsqu'on nous parlons de ce bien commun de la République si nous ne savons pas d'où nous venons et si nous ne savons pas comment nous sommes arrivés à faire République. La France n'aurait jamais été ce qu'elle était aujourd'hui sans son empire. Et on ne peut pas construire une mythologie républicaine qui parte d'un point comme ça absolument hexagonal et qui se coupe d'une histoire guadeloupéenne, d'une histoire des Outre-mer, d'une histoire des Océanies, d'une histoire de l'Afrique, qui serait une histoire comme ça qui se développe de manière complètement parallèle et qui, à partir de 1960 ou à partir des indépendances, devient un boulet pour la France. Donc c'est vraiment revenir sur cette histoire, essayer de reconstruire une mémoire qui soit véritablement une mémoire commune. Et pour terminer, l'un des points que j'interroge, ce que j'essaie de donner quand même un peu de clé, c'est de partir d'un de nos plus grands mythes et d'un concept qui occupe en ce moment beaucoup l'espace médiatique, c'est l'universalisme. Donc, nous sommes les anti-universalistes, nous sommes les ennemis de la République, nous sommes ceux qui vont mettre l'universalisme à terre. Et donc, moi, je demande, la question que je pose dans mon article, c'est de dire, mais depuis quand sommes-nous en universalisme? L'universalisme nous est vendu aujourd'hui comme une espèce de trésor complètement abouti, qui doit être protégé des hordes universitaires islamo-gauchiso, féministo, voilà. Donc vraiment quelque chose qui doit être protégé, alors que c'est un projet. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes peut-être au 2e arrêt sur une ligne qui fait 114 arrêts. Nous n'y sommes absolument pas. À quel moment l'universalisme a été, moi je pose la question, à quel moment l'universalisme a été atteint en France?
1789, 1794, 1848, l'esclavage cohabite avec la République, donc nous n'y sommes pas. Les femmes, à quel moment est-ce que les femmes accèdent à l'égalité de droit avec les hommes? Donc l'universalisme n'y était pas. L'universalisme, la République va coexister avec le code de l'indigène qui de facto fera des Algériens, parce que musulmans, des citoyens de seconde zone. Donc il y a notre histoire républicaine est matinée d'exception qui nous montre que l'universalisme est un projet qui doit s'ancrer dans un temps et un projet qui doit aussi s'ancrer dans les personnes qui vivent ce temps-là. Et je termine en disant que la France de 2020, on a écrit le livre en 2020, n'est pas la France de la Troisième République, n'est pas la France de Napoléon, et je ne vois pas pourquoi nous devrions vivre sous le même mythe qui d'abord invisibilise, et puis surtout un mythe qui, on le sait, une fois qu'on ouvre le rideau, n'est qu'un mythe. Donc on va sortir des incantations, République, République, liberté, liberté, je crie ton nom. Ben non, ça ne marche pas comme ça. La liberté, la res publica, le bien commun est quelque chose que nous devons construire, mais en partant vraiment des conditions matérielles et surtout des personnes qui sont là. Donc à partir de là, nous devons faire, peut-être pas un comptage, mais faire un état des lieux. Qui est là? Qui sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés à être nous? Et à partir de essayer à partir de là de tracer un chemin où est-ce que nous voulons aller. Et lorsque je regardais, je vais m'arrêter là, ces dizaines de milliers de personnes de toute origine, etc. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut regarder ça et se dire que c'est du séparatisme? Comment est-ce qu'on peut regarder ça en se disant, sous cette bannière, nous avons des ennemis ou des casseurs de République? Ces personnes-là, justement, sont en train de mettre la République face à ses limitations. Ces personnes-là sont en train de faire une cartographie des points de fragilité de nos structures. Et je donne souvent cet exemple à mes étudiants en disant le pare-brise d'une voiture, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Essayer de donner un coup de tête dans un pare-brise ou même essayer de le casser avec une pierre, c'est extrêmement dur. Mais des fois, il suffit qu'il y ait un tout petit bris. Et qu'est-ce qui se passe si ce bris n'est pas pris, on s'en occupe pas par le bris? C'est toute la structure qui peut péter. Donc moi, quand on parle d'intersectionnalité, tu parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que ces groupes de personnes-là font une cartographie de la société et isolent les points où la structure, l'ensemble de la structure qui paraît extrêmement dure, extrêmement solide, a un point de faiblesse. L'endroit où toutes les faiblesses de la société peuvent se rejoindre et nous disent voilà où nous devons tous en tant que société agir. Donc c'est un service qu'ils rendent et c'est complètement ahurissant de voir que ce sont ces personnes-là, chercheurs, travailleurs sociaux, habitants, résidents, français, républicains, qui sont aujourd'hui accusés d'être anti-républicains ou casseurs de République. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis aussi très contente d'être ici et puis de découvrir en même temps ce lieu que je ne connaissais pas. Donc, c'est une occasion. Donc, moi, je ne suis pas chercheuse, je suis syndicaliste. Je suis à la retraite dans 5 jours, hein, mais voilà, j'ai un peu combattu pour pouvoir y avoir droit dans ces conditions-là, mais et puis il y a beaucoup d'entre vous sans doute qui l'ont fait ou qui vont devoir le faire. Mais, voilà. Donc j'ai travaillé et j'ai été syndicaliste et c'est sur cet aspect-là des choses que j'ai participé à cet ouvrage. Et même si j'y ai participé sur un angle très, très spécifique et sur la question du travail dont je vais parler là, c'est aussi je veux dire, un projet que j'ai partagé dans l'idée générale qui en avait, puisque en étant militante syndicale, non seulement, disons, j'ai été confrontée à la question de discrimination au travail de façon particulière, même si j'ai regardé aussi beaucoup en dehors de ce qui se passait au travail. Et j'ai aussi participé pour mon organisation syndicale à
tout ce qui s'est passé ces dernières années, ou en tout cas une partie de ce qui s'est passé ces dernières années dans les luttes antiracistes, hein, que ce soit sur la question de l'islamophobie ou que ce soit sur la question notamment des violences policières, avec les marches qui ont eu lieu déjà depuis un certain nombre d'années et dont on a eu les grands effets aussi ces derniers temps. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai participé à ça. Et je disais, bon, il y a eu cette affaire de, je veux dire, la conscience des discriminations dans le travail. Je pense que c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, depuis quasiment le début de ma vie professionnelle. J'y ai été confrontée en étant une femme par ailleurs, puisque c'est aussi quelque chose qui existe très fortement. Par ailleurs, moi j'ai travaillé dans un secteur, j'étais technicienne, donc j'ai travaillé dans un secteur où les femmes étaient très minoritaires. Je me suis retrouvée dans une entreprise où il y avait beaucoup, qui était une entreprise publique, où il y avait beaucoup de travailleurs et de travailleuses, mais surtout des hommes qui venaient des Antilles, qui étaient aux emplois les plus mal payés, les moins qualifiés. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai vu et que j'ai vu fonctionner, pas simplement en termes de discrimination sur la carrière, sur les postes occupés, etc., mais y compris que j'ai vu fonctionner sous un autre angle, c'est-à-dire comment, pour faire quelque chose, pour défendre des droits, que ce soit des droits spécifiques ou que ce soit des droits généraux, il fallait aussi que les personnes qui étaient victimes de ces discriminations, de ce racisme à un moment donné, soient elles-mêmes en capacité de se réunir pour décider comment elles participaient, y compris comment elles participaient à la lutte commune. Et c'est, à mon sens, quelque chose de particulièrement important. Au moment où il y a les accusations de séparatisme, etc., il y a aussi il y a des syndicats qui sont montrés du doigt sur ces débats-là. Je cite l'UNEF, je cite Sud Éducation, par exemple, sur ces points-là. Autre élément qui a fait une partie de mes préoccupations sur ces questions, c'est le fait que, avec les attentats et tout le renforcement des lois sécuritaires, etc., qui a accompagné cette période-là, on a senti de façon très forte la diffusion d'un racisme anti-musulman en particulier sur les lieux de travail, mais du coup la nécessité aussi de faire que les militants syndicalistes qui sont dans ces lieux de travail soient en capacité de réagir et d'agir là-dessus. Ce qui veut dire, et agir sur ces questions-là, c'est pas simplement une question de court terme, qui soit d'avoir le bon argument pour dire que non, tous les musulmans ne sont pas responsables, ce n'est pas l'islam qui est la cause de ça, etc. Mais c'est aussi d'être en capacité d'agir de façon, je dirais, non seulement quotidienne, mais aussi dans le moyen terme, contre les discriminations que vivent précisément les musulmans dans ces conditions-là, et toutes les personnes racisées à un moment donné sur les lieux de travail. Je dirais qu'il y avait aussi un autre enjeu dans les réflexions que moi j'ai eues avec d'autres sur ces questions-là, c'est aussi quelle est la place. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une place très importante dans le monde du travail, mais aussi assez spécifique en raison d'un racisme systémique qui fait qu'on retrouve certaines catégories de personnes racisées à certains types d'emplois, etc. Il y a une description assez efficace de ça, par exemple, dans un livre qui doit s'appeler, ça y est, j'ai oublié, qui est un livre qui décrit la situation dans le secteur du bâtiment, qui a été écrit par Nicolas Joulin, qui est quelque chose d'assez... je reviendrai sur un point là-dessus. Donc, on a cette catégorisation, etc.
mais, et on a la participation de personnes racisées et de secteurs où les personnes sont particulièrement racisées à des luttes syndicales importantes, mais dans les organisations syndicales, en fait, il y a aussi une place qui est relativement marginale, voire très très faible, hein, selon les endroits de ces personnes-là. Et donc, avec je veux dire, la discussion de comment on lutte contre le racisme et comment on lutte contre les discriminations, c'est aussi quelle est la place des personnes racisées dans des organisations qui sont des organisations avec toutes sortes de personnes qui vivent des choses différentes, etc. On a la même chose qui peut concerner la place des femmes, avec aussi une place qui reste marginale hein, dans les organisations syndicales pour les femmes, même si c'est un degré moindre hein, là-dessus. Donc, on a l'autre point que j'aborde dans le chapitre, c'est qu'en fait, les conséquences des discriminations, les faits de discrimination, en fait, hein, et d'inégalités profondes dans le monde du travail, en fait, elles sont, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui je n'apprendrai pas grand-chose, par ailleurs, elles sont multiples, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la question de la discrimination à l'embauche, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses en plus qui se passent dans le lieu de travail lui-même, c'est-à-dire sur les emplois qui sont proposés, qui sont acceptés, sur les évolutions de carrière. Ça a des conséquences, je veux dire, ça commence très tôt avec les enfants qui doivent faire des stages en entreprise, etc. Ça finit très tard parce que toutes les évolutions de carrière ou les non-évolutions de carrière, ça a des conséquences sur la retraite. Donc on a, je veux dire, des discriminations qui marquent toute la vie sociale des personnes, et en sachant par ailleurs que je veux dire, le travail, ça occupe une partie quand même très très importante de la vie sociale. Donc, et autre élément que je veux souligner aussi, mais je dirais autre chose après, mais c'est que tout ça, c'est pas simplement les immigrés récents qui le vivent, c'est pas simplement les sans-papiers qui le vivent de façon très très forte à l'évidence, c'est aussi les enfants des immigrés récents ou des immigrés moins récents, c'est-à-dire que la question du racisme, de la visibilité de la race, etc., c'est aussi quelque chose qui touche de façon très importante. Alors les statistiques sur les discriminations à l'embauche, elles sont terribles, hein, je veux dire, à partir du moment où on a un nom à consonance étrangère, si on a un ou deux parents qui ne sont pas nés en France, je veux dire, tout ça c'est des statistiques, les rapports officiels, quand je dis officiels, c'est pas des articles de journaux, c'est pas des choses comme ça, c'est le ministère du Travail, c'est le ministère de la Fonction publique, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, etc. Je veux dire, et c'est des rapports qui datent maintenant, depuis une quinzaine d'années, il y a des rapports qui sont faits comme ça. Donc, il y a la reconnaissance de ces choses-là de façon très importante. Et la grande question après, c'est, en dépit de tous ces rapports, qu'est-ce qui est fait, et y compris quelles sont les conséquences sur la reproduction permanente de ce système-là, sur du coup la place sociale que tiennent non seulement les parents à une époque, mais les enfants, et des fois sur plusieurs générations. Donc l'enjeu dans ce que j'ai écrit dans ce chapitre, mais aussi dans ce que j'ai essayé de mener en termes de combat syndical, c'est de voir comment on peut prendre ces choses-là et comment on peut essayer d'agir. Alors, sur ce que je voulais mettre en évidence, c'est les éléments positifs. Je reviendrai sur le sujet de l'optimisme qui était abordé par Olivier tout à l'heure. Mais
Laissez-en un peu pour le débat. Oui, oui, mais ce que je vais finir vite. Aujourd'hui, il y a des luttes qui sont importantes et il y a des luttes qui ont été victorieuses et qui mêlent des questions sociales extrêmement vives à la question du racisme et des discriminations. La dernière en date, c'est la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui, là pour le coup, sur la question de l'intersectionnalité, on était vraiment au cœur du sujet, en sachant y compris qu'au départ, il y a aussi des questions d'agression sexuelle, que c'est un secteur où il y a particulièrement aussi ce genre de choses. Donc, c'est des questions qui sont aujourd'hui posées par les personnes qui luttent et qui sont des choses importantes. Alors, il y a des soutiens, il y a un soutien syndical, il y a des soutiens qui ont permis aussi que cette lutte, qui a duré quand même 22 mois, elle soit victorieuse, mais c'est une chose importante. Je ne vais pas en citer beaucoup d'autres, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Je vais en citer encore une, c'est la lutte, alors qui s'est finie de façon juridique. C'est la lutte des Chibani de la SNCF, donc des travailleurs marocains qui ont été exploités par la SNCF pendant des années et qui ont été discriminés en fait pendant toute leur carrière, et y compris au moment de la retraite, à cause de la clause de nationalité qui existait à la SNCF française pour bénéficier du statut. Il y a encore toute une série de secteurs qui en fait embauchent des gens qui sont étrangers, en particulier non communautaires, mais par contre qui ne leur accordent pas le statut. Vous avez ça en particulier dans la santé, vous avez ça aussi dans l'éducation de façon très importante. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore comme ça. Et les Chibani, il y a 850 travailleurs qui ont gagné en procès contre la SNCF, en procès en discrimination. Pour dire, donc il y a ces luttes-là qui sont très importantes et où les personnes s'organisent de façon très importante. Et les chibanistes sont organisés aussi en association parce que le soutien syndical, y compris en particulier sur la bataille juridique, c'est quelque chose qui a manqué. Bien. Donc l'organisation des gens par eux-mêmes, c'est absolument quelque chose de décisif. Et il y a d'autres éléments de bataille juridique qui ont été des succès dans ces dernières années pour faire reconnaître le racisme systémique dans une entreprise du bâtiment, pour faire reconnaître le harcèlement discriminatoire à caractère raciste contre une personne dans un endroit, pour faire réembaucher quelqu'un qui avait été dénoncé comme terroriste à la RATP, à cause des lois spécifiques qui ont été faites à la suite des attentats, etc. Donc, il y a des choses qui bougent là-dessus. Et le dernier point dans les choses qui bougent, c'est qu'il y a aussi des choses au plan institutionnel. Olivier a cité tout à l'heure le défenseur des droits Toubon, mais il y a aussi des rapports qui ont été faits. Il y en a un en particulier en 2021, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et le défenseur des droits, c'est une institution, c'est une administration en France. Et ce rapport qui est disponible sur Internet et qui est sur la question des discriminations liées à l'origine, pas simplement dans le travail, toute discrimination liée à l'origine, est un rapport qui est extrêmement critique, mais vraiment extrêmement critique sur les politiques gouvernementales et sur toute la dernière période, etc., mais toutes les politiques gouvernementales, qui décrit les actions du défenseur des droits, etc., sur les questions de discrimination, et par ailleurs qui se conclut sur quelque chose qui, à mon sens, est très important, c'est-à-dire qu'il intervient en fait dans le débat sur les statistiques ethniques.
bien, qui est un débat complexe, etc. Mais il dit une chose absolument essentielle, c'est que si on veut faire bouger les choses dans le monde du travail, il faut exiger que les entreprises fassent des statistiques sur la question des personnes victimes des discriminations liées à l'origine. Et ça veut dire que y a des gens qui sont extrêmement violents, je veux dire, ça a été cité dans les interventions précédentes, à l'encontre des personnes qui veulent lutter contre le racisme, etc. Mais on a aussi des alliés dans cette affaire-là. Et je pense que ce genre de choses, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Voilà. C'est qui ce rapport